Quand on a imaginé de célébrer le centenaire du Parti communiste français, très vite est venue l'idée d'organiser une grande exposition artistique, parce que toute l'histoire du Parti communiste est traversée au long du siècle par un rapport extrêmement nourri, extrêmement fécond entre des peintres et le Parti communiste français. Des peintres très célèbres, d'autres moins, qui ont été un peu oubliés par l'histoire de l'art, mais qui ont été des grands peintres, qui ont innové et qui ont tous eu un rapport entre l'engagement et le Parti communiste. Un siècle où on a croisé les révolutions esthétiques et les révolutions politiques. Donc on avait envie de raconter ça, on s'est plongé dans le fond du Parti communiste, les archives du Parti communiste, le fond que détenait la Fédération de Paris du Parti communiste français, et on y a découvert des trésors. Et cette exposition qui a été conçue à partir de son fond, mais qui s'est enrichie de beaucoup de dons privés et de dons des musées, a rassemblé une histoire singulière de l'art et à travers elle, une histoire singulière de ces rapports assez extraordinaires entre le Parti communiste, l'art et la culture. Nous avons construit cette exposition en tenant compte des batailles qui ont secoué le XXe siècle, puisqu'on les croisait avec les mouvements sociaux et politiques. Donc bien sûr, d'un côté, nous avons parlé des réalismes des années 30, des années 40, et ensuite nous sommes arrivés dans les utopies des années 60, où là on découvre des jeunes artistes, qu'ils soient de la figuration narrative, qui devient la figuration libre, des nouveaux réalistes, de support surface, des gens qui vont vraiment œuvrer pour l'art, le renouvellement de l'art, un autre rapport à la réalité, et qui sont également très contestataires. Et en deuxième partie, nous avons traité les abstractions géométriques et abstractions lyriques, avec une place aussi pour la photographie, bien sûr, et le street art. Notre travail de commissaire à Renaud Farou et moi-même a consisté déjà à prendre un angle de l'exposition, parce que traiter des relations du Parti communiste avec les artistes est évidemment un sujet extrêmement riche. Beaucoup d'artistes ont rejoint le Parti communiste dès sa création, ou presque. Donc il nous a fallu choisir des œuvres. Nous avons donc commencé ce travail en choisissant des œuvres dans le fond de la Fédération de Paris, avec pour objectif de faire le tour de toutes les fédérations. Et puis le Covid est arrivé, le confinement, donc nous avons dû arrêter notre travail, nos recherches, et nous avons fait le catalogue, n'étant pas sûrs de pouvoir réaliser l'exposition. Nous avons donc fait le catalogue avant même de faire l'exposition. Donc comment avons-nous travaillé? Une fois que nous avons défini l'angle d'attaque, on s'est aperçu que dans ces trésors donnés par les artistes, il y avait beaucoup d'œuvres sur papier et qui étaient magnifiques. Certaines sont vraiment très très belles, elles sont exposées ici, mais qu'il fallait les enrichir par des trésors prêtés. Donc nous avons contacté des institutions, que ce soit le Centre Pompidou, que ce soit le musée de Saint-Étienne, la tapisserie, le musée de la manufacture des Gobelins, enfin beaucoup de musées qui ont accepté bien volontiers de nous prêter les œuvres, des galeries qui nous ont aussi très bien accueillis, et puis des collectionneurs privés. Je dois dire que cette exposition a vraiment bénéficié d'un capital sympathie de la part de tout le monde. Nous n'avons eu que 2 ou 3 refus. Nous avons donc travaillé à base des œuvres de la Fédération de Paris. Mais en même temps, on a voulu, comme nous étions dans une célébration autour du centenaire du Parti communiste, nous avons fait des prêts très importants à des institutions comme le Centre Pompidou, la Fondation Giacometti, le musée Matisse du Cateau-Cambrésis, comme en même temps à des collections privées très prestigieuses qui nous ont ouvert leurs portes.
Donc en gros, nous avons un tiers des œuvres qui viennent de la collection de la Fédération de Paris et du Parti communiste, un tiers des œuvres qui viennent d'institutions publiques et un tiers des œuvres qui viennent de collections privées. Dans ces collections privées, il faut aussi mettre en avant l'accès qu'on a eu particulièrement aux ateliers d'artistes, que ce soit chez Roger Sommeville ou chez Boris Taslitsky ou encore chez Olivier Olivier. Le chef-d'œuvre de cette exposition Libre comme l'art, c'est évidemment le bâtiment d'Oscar Niemeyer, le siège du Parti communiste. L'architecte brésilien aimait à dire qu'il était l'ennemi de l'angle droit et du capitalisme. C'est exactement ce qu'on voit dans cette maquette, où on voit donc tous ces grandes voiles de béton, toute cette grande structure organique qui dessine le bâtiment. Voilà, là on est devant une pièce extraordinaire de Marcel Duchamp qui a été offerte au Parti communiste par Louis Aragon. Louis Aragon avait dit qu'il donnerait cette œuvre au Parti communiste lorsque le Parti communiste serait à même de comprendre l'art moderne, aimerait Isidore Ducasse et Rimbaud. Isidore Ducasse, Lautréamont, le comte de Lautréamont. Donc cette œuvre a été versée par Georges Marchais au Centre Pompidou, où elle est conservée pour 99 ans. Marcel Duchamp est un artiste évidemment fondamental pour l'art du XXe siècle. Il va, en exposant des ready-made, c'est-à-dire des objets manufacturés, en les hissant au rang d'œuvres d'art, il va complètement casser les codes de l'art moderne. Alors cette première section de l'exposition retrace en fait l'art des années 20 aux années 40 autour des pionniers de l'art moderne, des artistes comme Duchamp, Léger, Picasso, Fautrier, Giacometti, Masson. Et face à cette première partie, en fait, on a ce grand mur où se dessinent les grands artistes du réalisme socialiste avec des toiles manifestes de Édouard Pignon, Boris Taslitsky et André Fougeron. On est là devant un tableau de Taslitsky qui est une descente de croix, non pas d'un pauvre pêcheur de lune, mais de Daniel Casanova, qui était une responsable des jeunesses communistes, qui a créé l'Union des jeunes filles françaises, qui s'est beaucoup engagée auprès des brigades internationales pour les aider au quotidien avec son équipe. Et elle va être arrêtée et déportée à Auschwitz avec 240 autres femmes. On peut rajouter aussi que Boris Taslitsky avait été déporté lui aussi, que sa mère est morte en camp, et que ce premier personnage qu'on a au premier plan, une sorte d'enfant qui pourrait être une sorte d'autoportrait de l'artiste, qui renvoie au côté encore plus désespéré de la scène. L'humanité du tableau, elle est en plus mise en avant par tous les caractères et tous les personnages qui se découpent à l'intérieur de l'œuvre. Et chacun a une sorte de physionomie particulière. On voit des personnages qui hurlent, on voit des personnages qui pleurent, on voit des personnages qui appellent à l'aide, on voit des personnages résignés, on voit ce petit enfant hagard, on voit cet homme perdu regardant vers le vide. Et on a bien sûr tout au cœur du tableau ce portrait de cette jeune fille morte. Il y a ces personnages, ces bouches ouvertes, ces mains surtout aussi qui se mettent en avant. Donc il y a toute une animation de l'œuvre autour des mains, autour des visages, autour des bouches. Enfin, on a vraiment toute une diversité de caractères qui donne en fait du son quasiment au tableau. Et dans le sens du détail aussi, on voit même ici par exemple un tatouage sur l'avant-bras du prisonnier qui nous plonge dans cette horreur du camp. Donc on est face à une peinture extraordinaire, d'autant plus qu'elle renouvelle complètement ce que disait Yolande, les codes de la peinture classique, de la peinture religieuse, au profit d'une nouvelle mythologie politique, sociale, et qui exalte une sorte de réalisme socialiste à la française. Donc c'est une peinture très cultivée aussi, de la part de Taslitsky. On voit qu'il a été au Louvre, il s'inspire aussi évidemment des grands tableaux du XVIIe espagnol comme Zurbarán. Et on peut lire là, il y aura des fleurs lorsque vous reviendrez, qui est un poème d'Aragon. Pignon n'oublie pas les leçons de la modernité, c'est-à-dire le cubisme dans la fragmentation ou dans la simplification formelle, ou en même temps dans la composition même du tableau, et la couleur par rapport au futurisme, donc aussi liée au mouvement, mais la couleur aussi liée à Matisse avec le fauvisme et l'idée de l'expression par la couleur.
Par exemple, donc, ce personnage au premier plan, qui est donc l'ouvrier mort, on voit qu'il est d'une couleur verte, qui exprime tout d'un coup le côté cadavérique. Donc, si vous voulez, on exprime ses sentiments, ses émotions par la couleur. L'allongement du personnage est tout à fait intéressant parce qu'il prend toute l'horizontale du tableau. Il a le bras tendu qu'en forme de poing, donc on est aussi dans un vocabulaire à caractère révolutionnaire et militant. Donc cet ouvrier mort, en fait, d'un côté, il est enfermé avec cette brouette, et de l'autre côté, on voit cette croupe de cheval avec cette patte, et qui renvoie à la police montée qui vient de charger pendant la manifestation. Le tableau, à l'origine, Pignon raconte un souvenir d'enfance, de grève de mineurs dans le nord de la France. Il vient du nord, c'est un artiste autodidacte. Et il a ce souvenir de la police qui charge à l'intérieur de la grève et des manifestants, et de voir cette violence policière qui l'avait choqué quand il était enfant. Dans l'idée justement de ce rapport à la peinture classique, encore ce sort de détournement ou d'appropriation des codes de la peinture classique et de la peinture religieuse au profit d'une peinture ouvrière, ce qui est très émouvant, c'est voir ces têtes de ces personnages là-haut qui sont collés les uns aux autres. Et on a l'impression d'avoir quasiment des têtes de saints tirées de Fra Angelico, de la peinture primitive italienne. Et puis ces trois personnages centraux, si on imagine qu'on est face à un Christ mort, renvoie aussi bien sûr à une sorte de déposition, c'est-à-dire une déposition de croix, c'est-à-dire que le Christ qu'on a retiré de la croix, qui pourrait être symbolisé par ce grand arbre qui barre le tableau, et donc on pourrait penser quasiment à Saint Jean, à la Madeleine, et ici on voit une sorte de Vierge à l'enfant. Donc c'est vraiment un tableau très très riche, très très bien composé, avec toute une gamme de couleurs tout à fait extraordinaire. C'est un tableau qui est conservé au musée, au Centre Pompidou, et c'est un des prêts tout à fait exceptionnels qu'on a pu avoir pour l'exposition, afin de mettre en avant justement ce réalisme socialiste à la française. Et c'est un tableau qui date de 1936, donc qui renvoie aussi au Front populaire et au congé payé, et à une peinture militante. 1948, ce tableau fait scandale au Salon d'automne. Ouais. Hein. D'ailleurs, il y a un critique d'art qui dit que c'est le tableau le plus moche qu'il ait jamais vu. En fait, c'est vraiment le tableau de Fougeron qui va signer ce tableau-là, les Parisiennes au marché, qui va signer le réalisme à la française. Et on est là devant une composition aussi très frontale, avec des couleurs très vives, où l'on voit des femmes qui viennent acheter du poisson. Visiblement, elles n'ont pas l'argent pour faire cet achat. Donc on est vraiment encore là aussi une transposition dans le quotidien, dans l'aujourd'hui, des problèmes sociaux que l'on retrouve encore dans notre époque. On est après la Seconde Guerre mondiale, à la grande période de l'abstraction, avec le triomphe de Schneider, de Hartung, de Soulages, et tout d'un coup on a André Fougeron qui nous replonge dans la vulgarité la plus commune, dans justement cette scène de marché. Quelque part elles subissent cette vie chère. Elles sont là, aucune ne peut finalement acheter du poisson. Et elle nous interroge, non mais qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Peut faire ? Quelle est la solution pour lutter contre cette vie chère ? Il y a vraiment un sens du détail qui est poussé très loin quand on voit dans les poissons, mais qui est poussé aussi par exemple dans le panier, qui est poussé ici par exemple dans l'épingle à nourrice ou dans le traitement même du bois ici. Donc il y a vraiment une sorte de réalisme qu'on va qualifier de réalisme socialiste à l'époque. Donc on est vraiment on est en 48, les tickets de rationnement existent encore, le monde a faim, et c'est ce que veut exprimer Fougeron. Il n'est pas là en train de faire une propagande, c'est pas un art de propagande comme on fait en Union soviétique. C'est tout à fait différent. Et c'est une facture très classique, mais qui s'empare aussi des codes de l'art sacré en faisant ce personnage à droite, en faisant une Madone. Puis on peut dire que la peinture n'est pas faite seulement pour exprimer, elle est faite aussi pour nous interroger, pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Et notamment dans le réalisme social, il y a matière, bien sûr, à réfléchir. Ce réalisme n'a rien de socialiste, comme on pouvait voir le réalisme soviétique. Ce n'est pas un art qui encense les travailleurs, ce n'est pas un art qui donne une image du corps très belle. Là, au contraire, on pourrait plutôt parler, comme Lionel Richard le disait, de réalisme militant, de figuration militante.
Alors cette œuvre de Fernand Léger que nous présentons dans l'exposition fait partie de la collection Louis Aragon. Si vous regardez, il y a un détail ici où elle est dédicacée à Louis Aragon, amicalement Fernand Léger. C'est une lithographie, c'est une estampe, c'est même plus précisément une aquatinte, rehaussée à la gouache par l'artiste. C'est une œuvre multiple qu'on a utilisée pour la couverture même du catalogue. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle renvoie bien sûr au fameux Constructeur, qui est toute une série d'œuvres très importantes que va produire Fernand Léger autour des années 50, à son retour des États-Unis. Et il faut savoir qu'en 1945, justement, il a pris sa carte au Parti communiste. Donc il renouvelle quelque part l'iconographie de l'époque en mettant en scène des ouvriers en train de construire un grand échafaudage. On est à la période de la reconstruction, donc on est dans cette France déchirée, ravagée, et ces personnages qui sont en train de créer l'avenir. Il s'est inspiré pour cette œuvre d'une photographie de propagande soviétique pour un magazine autour de la création du ministère des Affaires étrangères à Moscou, où on voit des ouvriers en train de travailler sur un échafaudage. Quand il a fait toute cette série d'œuvres, il y a quelques anecdotes intéressantes. La CGT s'était plaint en disant « mais c'est pas possible, tes ouvriers, ils ont des casquettes, ils n'ont pas de système de sécurité ». Plus tard, d'ailleurs, il va vouloir exposer des constructeurs à Boulogne-Billancourt chez Renault, et les camarades vont dire « oui, mais Fernand, tes personnages avec tes gros bras, avec ces grosses mains, ils ne pourraient pas travailler ». Et donc, il y a tout cet univers en même temps chez Léger, de la construction, des ouvriers, de la reconstruction, mais en même temps du sport, des loisirs, et donc d'un monde nouveau en train de se dessiner. Souvent, on nous demande qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition. Et on aime à répondre qu'on s'y voit soi-même, qu'on s'y dévoile. Et tout ça, c'est lié en fait à cette plaque de cuivre gravée par Pablo Picasso qui représente le portrait de Marcel Cachin. Marcel Cachin, il est à l'origine de la création du Parti communiste avec le congrès de Tours en 1920. Il va être rédacteur en chef de l'Humanité et c'est un personnage vraiment extrêmement important de toute l'histoire de la gauche et particulièrement du Parti communiste en France. Il va rencontrer Lénine dans les années 20. Il a vraiment une vie tout à fait extraordinaire. Et c'est une famille tout à fait magnifique. Ils sont liés par sa femme à Signac, par exemple, au peintre pointilliste. Mais c'est surtout sa petite-fille, Françoise Cachin, qui va marquer l'histoire de l'art, car elle va être la conservatrice du musée d'Orsay. Et on lui doit les grandes expositions, par exemple, autour de Manet. Et quand elle va décider de réunir les écrits de son grand-père, elle va demander à Pablo Picasso de faire le frontispice de l'ouvrage. Et il va lui proposer cette gravure extrêmement rapide, ce graffiti quasiment, mais où on retrouve l'aspect de Marcel Cachin, particulièrement dans son regard, mais surtout dans ses fameuses moustaches. Pour ceux qui s'intéressent à l'œuvre de Picasso, il est intéressant de voir que l'œuvre qui date donc des années 64, 65, c'est à la période où Picasso peint la fameuse série des mousquetaires. Et à Marcel Cachin, il rajoute ici donc une collerette, comme s'il devenait une sorte de mousquetaire de la politique. On est devant un assemblage comme ça de formes. On pense à des idéogrammes chinois, à la calligraphie, des verticales, un grand W comme ça. Et on s'aperçoit, si on regarde de plus en plus, on s'aperçoit que derrière ces barreaux, ce sont des silhouettes de prisonniers. En fait, Masson va peindre ce tableau en 62, quand son fils Diego va être arrêté. Il fait partie du réseau Janson et il porte les valises au FLN. Masson n'est jamais tendre, n'est jamais serein. Son geste est toujours très très nerveux. Il est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la mythologie et sur la transformation, sur la métamorphose. Et tout son trait s'en ressent. C'est toujours un jaillissement. C'est un trait qui part, un éclatement. Là, ce tableau d'André Lotte, qui se nomme « Le gaz à Saint-Denis », montre plusieurs activités. On a ici, là, sur le côté gauche, une forge où l'on voit des ouvriers travailler, le feu, et de l'autre, en arrière-plan, comme un port, un quai de déchargement. Et sur le côté droit, ce personnage musculeux qui fait penser à un mannequin de Jean-Paul Gaultier ou aussi à l'exaltation du corps telle qu'on la faisait dans le réalisme soviétique où tout le monde était beau, musclé. Oui, on est dans un mariage intéressant entre une réalité sociale
Et donc dans cet univers d'usines, de chaînes, de quais de déchargement, on se croirait quasiment au port du Havre. On pense au cinéma de Grémillon, à Remorque, donc vraiment à toute cette ambiance des années 30-40. Mais ce qui est aussi important vis-à-vis de ce que disait Yolande, c'est ce lien de l'hôte entre, d'un côté, le cubisme, le monde esthétique duquel il vient, et en même temps le réalisme socialiste auquel il est confronté dès la fin des années 30, avec justement Aragon qui revient de Kharkov et qui ramène avec lui les idées du réalisme socialiste, et qui se retrouvent tous à une époque à la mutualité autour d'une question de la querelle des réalismes. À l'invitation d'Aragon, André Lotte, Fernand Léger, Marcel Gromer, André Lursa, Alberto Giacometti, toute une série d'artistes et d'intellectuels vont se questionner autour du réalisme socialiste. Il faut savoir que le réalisme socialiste, à l'origine, c'est un mouvement littéraire. Alors quel développement il va avoir justement dans la peinture? Et ils se posent tous des questions. Et des gens comme Fernand Léger ou comme André Lotte se disent oui, on est d'accord, mais en même temps on ne va pas perdre les acquis qu'on a eus avec l'invention de la peinture moderne, c'est-à-dire la simplification formelle cubiste ou la révélation de la couleur par le fauvisme. Et ce tableau montre vraiment tous les deux. D'un côté, on est dans une sorte de réalisme socialiste, et dans l'autre, on est dans un univers complètement cubiste, où en même temps, on voit même ces jeux de drapeaux qui pourraient faire penser à un peintre comme Albert Marquet. Donc vraiment un petit chef-d'œuvre qui vient du musée Paul-Éluard de Saint-Denis, et qui intègre vraiment à lui-même toute cette problématique autour de la querelle des réalismes. En fait, dans cette querelle du réalisme, on peut dire qu'il y a deux visions qui s'affrontent. Celle d'Aragon, où l'art doit être compréhensible par tous déjà, s'adresser à tout le monde, et celle de Léger, où ce n'est pas l'artiste qui doit aller vers le public, faire ce qu'il veut, mais c'est le public qui va venir à lui. L'artiste crée son œuvre comme il l'entend, et elle deviendra réaliste à force de la regarder. Mais ce qui est intéressant quand on voit toutes ces œuvres ensemble, c'est d'abord elles n'ont jamais été montrées ensemble, mais on vous a parlé de Pignon, on vous a parlé de Fougeron, on vous parle de Hichet, on va vous parler de Talcoat, et ces artistes ensemble dans les années 30 ont créé un mouvement assez oublié de l'histoire de l'art qui s'appelle Force Nouvelle. Et c'était un mouvement qui justement voulait revenir aux origines du dessin, tout en gardant un rapport tout à fait direct avec le quotidien et aussi justement avec la politique. Pierre Talcoat, à l'origine, s'appelle Pierre Jacob, et pour se différencier du poète Max Jacob, a décidé de prendre le nom de Talcoat, qui en breton veut dire tête dure. C'est un tableau tout à fait exceptionnel, qui est un prêt du Centre Pompidou. À l'époque, il fait partie d'un groupe qui s'appelle Force Nouvelle. Et ils vont tous faire toute une série d'œuvres autour de la guerre d'Espagne. Donc dans un lieu ici où il faut savoir que c'était les brigades internationales qui partaient justement pour la guerre d'Espagne, de la place du colonel Fabien et de ce bâtiment. Là, c'est vraiment un tableau qui prend toute sa dimension autour de l'idée qu'on a voulu mettre dans l'exposition des années 20 aux années 40, des grands thèmes politiques et des grands thèmes historiques. Donc ici, Talcoat retrace en fait la guerre d'Espagne, les bombardements de la guerre d'Espagne. Et en fait, quand il apprend les bombardements de la guerre d'Espagne, ça lui rappelle la guerre 14-18, à laquelle il va perdre son père. Et il se souvient de voir les soldats perdus, errants dans les champs de bataille. Et tout d'un coup, il fait cette toile tout à fait extraordinaire, qui a l'aspect en fait du 3 mai de Goya. On a l'impression de voir des femmes qui vont se faire donc exécuter. On voit ces massacres à l'intérieur des bois. On pense par exemple à Aragon avec son poème Brocéliande, où il retrace le mythe arthurien à l'intérieur de la forêt de Brocéliande, mais il remplace Arthur et ses cavaliers par les résistants. Et ici donc on a vraiment une sorte de personnage à la Goya. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir la diversité des visages qui font aussi beaucoup penser au travail de Giacometti, qui était très très lié avec Talcoat à l'époque. Et cette femme effrayée qui se mord la main, cet autre qui a un air beaucoup plus résigné, qui a le poing tendu. Et en fait, finalement, c'est nous qui sommes les meurtriers, c'est nous qui sommes les soldats. Et on voit ce chien en colère au premier rang qui montre toute sa rage face au spectateur, en fait, ou face au peintre lui-même, mais face finalement aux meurtriers qui sont à la place des spectateurs. Donc un tableau vraiment formidable. Et l'idée aussi géniale de Talcoat, c'est de parler de la guerre d'Espagne, mais en même temps de retracer ça dans sa Bretagne profonde. Lursa première. Ici, nous sommes devant une œuvre tout à fait extraordinaire qui est un prêt du mobilier national de la manufacture des Gobelins.
c'est un coq guerrier de Jean Lurçat. On présente plusieurs pièces de Jean Lurçat dans l'exposition, et plusieurs cartons, et on a donc ici une œuvre extraordinaire dans son iconographie de coq guerrier, c'est le fameux Gallus résistant, et qui rappelle dans l'exposition la grande tapisserie de Fernand Léger en hommage à Paul Éluard, Liberté. Il faut savoir qu'en 1943, en pleine occupation, justement, Lurçat va représenter un coq avec une illustration justement autour du poème de Éluard, autour du poème Liberté, et vraiment une incarnation de la résistance. Techniquement aussi, on a une invention extraordinaire chez Lurçat, comme chez d'autres tapisseries de l'époque, faites par exemple par Gromer, c'est cette utilisation du gros point. Donc vraiment un renouveau, si vous voulez, de la tapisserie, non pas dans un sens du détail, mais dans un caractère quasiment abstrait. Et quand on regarde là-haut, on voit même RF 1955, le fait que ça appartienne vraiment au mobilier national. Une œuvre vraiment magnifique qui est à l'ouverture de l'exposition, qui accueille les visiteurs comme une sorte de réveil du coq, comme une sorte de réveil résistant, une réveil de la lutte. Et ici, on est devant une œuvre monumentale qu'on a été chercher à Bruxelles, dans l'atelier de Roger Sommeville, qui est un des grands peintres belges du XXe siècle. Ce tableau s'appelle Le Cric-Crec. Il parle évidemment de la dictature des colonels. Et c'est comme une envolée, quelqu'un qui s'envole comme ça, cette espèce de geste qu'il a, qui va et qui crie, qui pousse un cri devant tout ce qui se passe là-bas en Grèce. Et c'est intéressant parce que Sommeville était très passionné par les muralistes mexicains, notamment Siqueiros. Et on retrouve les grosses mains, bien sûr, quand on fait des fresques, il faut que les visages, les corps soient énormes pour être vus de loin. C'est vraiment des mains à la Picasso, des pieds à la Picasso aussi. Il y a quelque chose qui traverse le tableau comme ça avec cette lumière cette lumière blanche qui vient éclairer tout le tableau. C'est vrai, quand tu parles de Picasso, on voit d'abord cette bichromie qui fait fatalement penser à Guernica, ce jeu de blanc et de noir. On a ce personnage en diagonale qui zèbre complètement le tableau. Ici, on a même l'impression qu'il en sort. Donc il y a une sorte de violence exceptionnelle qui sort de l'œuvre. Et on voit aussi l'utilisation des orifices, la bouche ouverte, les yeux grands ouverts. Donc vraiment une sorte d'expressionnisme qui se dégage de l'œuvre, qui est surchargée par ces mains monumentales qui crient au désespoir. Une des chances de cette exposition, ça a été justement de remettre en avant des artistes qu'on oublie un peu, ou qui sont passés de mode, et qui méritent vraiment d'être regardés avec le regard d'aujourd'hui et à leur juste valeur. Et ici, on a une œuvre tout à fait extraordinaire qui nous plonge en plein mai 68. Zemmert aimait travailler sur la juxtaposition d'histoire. Donc d'un côté, on est dans un monde qui renvoie à Napoléon III et en même temps à la révolte de la Commune. On a cette femme au cou coupé qui rappelle évidemment l'Olympia de Manet. Et au milieu, on a cette greffe de société qui est une image collée, recousue de mai 68. C'est une image célèbre où on voit justement cette Marianne avec son drapeau. Et intéressant, c'est quand on regarde les détails. On a toute une série d'artistes qu'on peut quasiment reconnaître, ici Berny, ici Cueco, ici Paré, ici Latil, ici Gilayo. Donc il retraduit aussi tous ses amis du Salon de la Jeune Peinture, qu'on met vraiment aussi beaucoup à l'honneur dans cette exposition. Donc, il était important d'avoir un tableau de Mao dans l'exposition, pour plusieurs raisons. La première, c'est aussi parce que c'est le centenaire du Parti communiste chinois en 2021. Aussi parce que nous avons des artistes ici qui n'étaient pas tous des communistes. Dans l'effervescence des années 60, beaucoup étaient maoïstes, que ce soit Rancillac, Buraglio et bien d'autres. Et puis, cette question se posait aussi par rapport à la peinture. Bernard Rancillac dit très tristement que la peinture est morte aujourd'hui, alors qu'il a peint, lui, dans les années 60, un tableau qui disait la peinture pas morte. Là, il se trouve qu'on a un bel exemple d'un artiste d'une soixantaine d'années, chinois, qui s'est fait connaître en France avec des tableaux, des grands portraits de Mao en noir et blanc, dans ses grisés, et qui a une relation très physique à la peinture. Il vit sa peinture. Il est quelqu'un qui fait pas seulement des portraits de Mao, il a peint aussi, il a rendu un hommage
à Courbet. Il est dans la tradition de la peinture et il est quelqu'un de très contemporain. Et dans ce portrait de Mao, ce qui est intéressant, c'est parce que ce n'est pas un tableau à l'effigie à la gloire de Mao, il est, je pense, assez apolitisé, mais c'est une réinterprétation d'une figure qu'il a eue sous les yeux toute son enfance, c'est sa culture. Et là, on a le visage de Mao qui apparaît, disparaît, avec ce petit sourire, et qu'il a peint avec une couleur de rouge chinois. Cette exposition s'appelle Libre comme l'art. C'est à l'initiative du philosophe Bernard Vasseur et du sénateur Pierre Laurent qui nous ont demandé de travailler sur ce centenaire. Et on a eu des choix de commissaires d'exposition marqués quand même, que ce soit Yolande par exemple, qui a ramené Yan Peiming autour de la grande effigie de Mao Tse-tung, et ou moi par exemple qui ramène ce tableau de Marcel Pouget de 1964 qui s'intitule Le Chauffard. Marcel Pouget est un artiste véritablement complètement oublié. C'est un artiste pourtant essentiel à un mouvement qui s'appelle la Nouvelle Figuration, c'est-à-dire toute une série d'artistes qui dans les années 60 vont mettre en avant une nouvelle figuration et qui va être très influencé par exemple par le mouvement Cobra, c'est-à-dire des artistes comme Yorn, comme Alechinsky, comme Corneille, donc toute une série d'artistes qui viennent du Nord. Et lui par contre, Marcel Pouget qui était lié à Cobra, venait du Sud, il était né à Oran. On voit justement ce grand talent de coloriste inné à ce peintre venu d'Algérie. Et il va s'installer en France dans les années 60. Et il va être vraiment un des chantres de cette nouvelle figuration qu'on retrouvait à la galerie Matthias Fels. À l'époque, dans cette fameuse exposition de nouvelle figuration dans les années 60, il faut imaginer qu'il est exposé à côté de Francis Bacon, d'Edgar Gillet, de Lindström, de Christoforou, mais surtout à côté justement d'un peintre comme Francis Bacon. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand on est le prix d'un tableau de Bacon aujourd'hui, comparé à une œuvre de Marcel Pouget, c'est vraiment rien du tout, quoi. Donc c'est extraordinaire, si vous voulez, cette volonté qu'on a eue dans l'exposition de remettre en avant des artistes importants. Quand Yolande, justement, ramène Mao, c'est un peu un pied de nez au Parti communiste. Et moi, de mon côté, en ramenant Marcel Pouget se disait psychopeintre. Il a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. On voit dans cette toile complètement folle, qui nous rapproche quasiment du cri de Munch, un état vraiment quasiment psychotique. On est face à ce personnage, la bouche grande ouverte. On est en 1964. C'est un chauffard, on le voit dans sa voiture, comme s'il était dans sa 2 chevaux avec son passage de vitesse. Cette main disproportionnée qui ressemble caractériser quasiment un personnage à la Kissaring extraordinaire, une sorte de main à la Mickey qui essaye de freiner, qui essaye de passer les vitesses. Pareil ici, cette main qui ressemble vraiment à une main de bande dessinée. Et ce personnage hurlant qui a son masque de pilote, et à l'intérieur de ce masque, on a l'impression de voir d'ailleurs des voitures qui sont en train de passer, et derrière ce choc qui apparaît, donc cet accident sur lequel il est en train d'hurler. Mais ce qui est fort aussi, c'est que cette toile, dans sa composition, rappelle d'ailleurs assez Bacon. On a l'impression d'avoir une grande arène rouge auquel correspond ce grand ciel bleu, ce grand ciel nocturne, bourré d'éclatements, quasiment de planètes. Et ce personnage prend l'allure quasiment d'un Saturne. On peut penser à une sorte de Chronos, on peut penser au Saturne de Goya dévorant ses enfants, et au Chronos, une sorte d'œuf mystique qui représenterait le temps en action. Donc un tableau tout à fait extraordinaire, tout à fait étrange, et d'un artiste véritablement peu montré, mais que je voulais mettre en avant dans le sens où, si on accepte Mao, Parti communiste, on peut accepter aussi la maladie mentale. Ici, on est vraiment devant une œuvre monumentale de Henri Quéco. C'est une toile qui s'appelle L'Escalade. Et Henri Quéco est un personnage extrêmement important au sein du Parti communiste, et particulièrement à partir des années 60, dans le fait qu'il va être extrêmement actif au sein de La Ruche, de l'atelier de La Ruche, avec des artistes comme Paul Rébérol. Et il va aussi faire partie du groupe des Malassis, une coopérative d'artistes qui va se créer dans les années 70, avec des artistes comme Latil, Paré, Zemmert,
et Queco, et qui travaillent en coopérative et qui vont faire toute une série d'œuvres qu'on appelle le Grand Méchoui, qui critique la Ve République. Et Henri Queco était aussi connu pour un personnage de radio parce qu'il faisait partie des papous dans la tête. Et il a un jeu justement autour du langage qui est très important pour assimiler son œuvre. La toile en fait propose plusieurs interprétations. L'iconographie des chiens chez Henri Queco est très importante. C'est un thème qui est récurrent, qui va beaucoup utiliser. Bon, en même temps, il n'en a strictement rien à faire de la chasse à courre. Ce qui l'intéresse, c'est les chiens. C'est d'un côté le fait qu'ils soient en meute, le fait aussi qu'ils proposent des taches de couleurs, enfin justement des jeux de camailleux en noir et blanc, et surtout cette liberté des queues qu'on voit se dessiner, qui virevoltent comme des coups de pinceau. Donc il joue ici, si vous voulez, sur une thématique de cette liberté baroque quasiment des chiens et de leur queue en avant, et sur un univers extrêmement géométrique qui renvoie aux architectures urbaines contemporaines, et ici plus particulièrement aux marches d'Odessa en hommage au cuirassé Potemkin d'Eisenstein. Et donc ce tableau, cette meute de chiens, donc la meute, se transforme en émeute, parce qu'on en a plusieurs, et elles sont en train de descendre les marches d'Odessa. Il faut avoir en tête cette fameuse scène du berceau et de l'armée qui descend et qui abat les révolutionnaires, les marins d'Odessa. Donc c'est une toile extrêmement violente, quelque part, qui renvoie à la violence policière aussi, et puis qui a un jeu tout à fait métaphorique autour de la meute et de l'émeute. Et en même temps, on voit donc ces derrières de chiens, ces sortes de trous de balles sur les marches d'Odessa. Donc il y a aussi toute une lecture rigolote au premier abord, mais qui renvoie à une dramaturgie. Et cette dramaturgie, elle est encore plus marquée par l'utilisation de cette non-couleur, de cette bichromie, de ce noir et blanc. Et on a l'impression d'avoir comme des notes de musique sur une sorte de grande portée. On pourrait ajouter aussi que c'est l'animal vu comme un véhicule d'une pensée politique, comme chez Ayot. Tout à fait. Henri Queco était très proche de Gilles Ayot. Ils faisaient partie ensemble du Salon de la Jeune Peinture. Le Salon de la Jeune Peinture va cristalliser toute une série d'artistes autour d'Henri Queco, de Gilles Ayot, d'Eduardo Arroyo, de Christian Zemmert, d'Antonio Recalcati, et qui sont toute une série d'artistes qui vont travailler aussi avec le critique d'art Michel Troche et qui vont se poser la question de comment sortir l'art de l'esthétique et lui donner un sens sociologique et politique et engagé. Et ceci va donner naissance en 68 aux fameuses affiches de mai 68 avec des artistes comme Bernard Ancillac, comme Gilles Ayot, comme Henri Queco, comme Guy de Rougemont, comme Pierre Buraglio. J'aimerais parler de cette œuvre de Pierre Buraglio titrée 1945, plus précisément 45. C'est une œuvre qui touche en fait à l'intimité de l'artiste. C'est une histoire tout à fait personnelle que le grand public au premier abord ne peut pas capter. Mais en même temps, il y a des éléments qui nous permettent de faire un voyage à l'intérieur de l'œuvre et de vraiment lui donner toute sa dimension. Si on regarde, en fait, Buraglio utilise des moyens détournés pour nous dire quelque chose. Et les moyens détournés dans la peinture, c'est très important. Par exemple, on pourrait penser à Giorgio Morandi, qui a passé sa vie à faire des pots, des bols, pour nous parler d'autre chose. Et là, c'est à peu près pareil chez Buraglio, qui nous propose une sorte de rébus. En bas de la toile, nous avons le chiffre 45. Ici, nous avons un broc blanc, avec ce bleu qui lui donne un aspect quasiment glacé. Ce personnage en uniforme, qui est simplement esquissé sur le support même du tableau, sur le bois, à la tête manquante, un personnage donc acéphale qui nous ramène à une ambiance, si on le lit à 1945 ou du moins à 45, à la sortie de prison, à la sortie des camps. Et cet univers ici, tout en grisaille, très froid, très glacé, noir, blanc, gris, qui nous ramène donc dans l'hiver et autour de lieux étonnants, une sorte de cour qui pourrait être lu de manière assez métaphorique autour d'un rapport assez lié à la prison, au goulag même, à quelque chose, en tout cas, de froid, de glacé. Et puis ce ciel, ici, tout à fait étonnant, en camailleux de gris, où réapparaissent quelques taches de bleu. Donc il y a un univers, en fait, un univers frappant dans l'utilisation de la couleur qui nous plonge dans quelque chose de très froid, de très glacé. Et pour créer du contraste, justement, l'artiste a utilisé ces zébrures rouges pour créer encore plus de contraste entre le côté glacé et un peu plus de chaleur.
Alors, quand on interroge l'artiste, il nous rappelle qu'en fait, ce qu'on voit ici, c'est simplement l'intérieur du jardin de chez lui. C'est-à-dire que c'est vraiment une vue quasiment classique d'un pavillon de banlieue. Et ce personnage acéphale, en fait, il a utilisé une photo de son père qui revenait en 1945, en sortie de prison, qui revenait chez lui, et s'il n'a pas de tête, c'est parce que l'enfant, à l'époque, ne le reconnaissait pas. Et ce gros, justement, ici, si blanc, si glacé, ramène, si vous voulez, à l'idée justement qu'on n'avait pas l'eau courante à l'époque et qu'en 1945, justement, c'était un hiver glacial. Donc en fait, l'artiste nous parle d'une histoire très intime qui renvoie au retour de son père de la guerre en 1945, au fait qu'il ne le reconnaisse pas, au fait qu'on est dans un hiver glacial, mais il rappelle surtout que finalement, il y a beaucoup d'enfants qui ne verront pas revenir leurs parents en 1945, donc il touche aussi à quelque chose de beaucoup plus général et de beaucoup plus politique. Donc un tableau magnifique, une sorte de petit rébus qui veut en dire beaucoup plus qu'il n'en a l'air. Qui s'appelle « Français, encore un effort si vous voulez devenir républicain ». C'est une citation du Marquis de Sade. Michel Paré était ami avec Roland Topor. Il a fait partie avec Zemmert, Olivier, Arabal, Jodorowsky du groupe Panique. Et Michel Paré va aussi faire partie du groupe des Malassis avec Henri Cueco et toute la bande des Malassis quand il crée cette coopérative à Bagnolet. C'était un acteur très important du mouvement de la jeune peinture. Et ce tableau est tout à fait extraordinaire parce qu'il renvoie à une histoire tout à fait précise et à mai 68, au moment où le grand Charles prend la poudre d'escampette pour l'Allemagne face à la rébellion de la jeunesse. On connaît cette image qui a été reprise plusieurs fois, bon, la fameuse image officielle de De Gaulle, ici sans tête, mais qu'on a reprise aussi plusieurs fois dans cette fameuse bibliothèque de l'Élysée, où on a pour que le président apparaisse comme cultivé, ayant lu tous les livres, quasiment Mallarméen, mais justement là tout d'un coup, la porte est ouverte et on voit que c'est des faux livres en fait, et qu'il est prêt à s'échapper. Donc ces habits du président qui en font donc un homme invisible, et cette devise tirée du Marquis de Sade, français encore un effort pour être républicain, une sorte d'appel, si vous voulez, à une sorte de révolution nouvelle, et quelque chose qui se rapproche quasiment d'un slogan à la Robespierre. Je voulais rendre ce soir hommage spécialement à Bernard Rancillac qui vient de nous quitter. Bernard était pour Yolande et moi un mentor, je dirais. Pas toujours facile à gérer, mais c'est un artiste exceptionnel. Et nous lui rendons hommage ce soir avec 3 tableaux. Un tableau qui concerne la guerre civile en Algérie des années 90. On connaît de Bernard Rancillac sa fameuse affiche de B68, des ateliers populaires, avec la tête de Cohn-Bendit, sous-titrée « Nous sommes tous des Juifs et des Allemands ». Donc il a marqué l'histoire de l'art par l'affiche et par la peinture. Et il aimait à dire qu'il était un paratonnerre, c'est-à-dire qu'il était frappé par la foudre politique, par la foudre de l'actualité, et qu'il devait la retranscrire en peinture. Donc il s'est intéressé à beaucoup d'effigies politiques importantes. Il a fait le portrait de Mehdi Ben Barka, il a fait le portrait des Black Panthers, il a fait le portrait de Ulrich Meinhof, il a fait le portrait des grands musiciens de jazz, il a fait le portrait de tous les auteurs de la Beat Generation. Donc Bernard Rancillac vient de décéder quand on a ouvert l'exposition. On aurait même voulu lui faire une surprise parce qu'on ne lui avait pas dit qu'on mettait ce tableau. Et c'est une grande sérigraphie. Pour simplifier, Bernard Rancillac, ça serait une sorte de pop artiste socialiste, une sorte d'Andy Warhol de gauche. Donc au lieu de faire Marilyn Monroe, il fait Che Guevara par exemple ici. Et surtout ce qui l'intéresse, si vous voulez, cette image hyper connue du Che qu'on a vue sur les bérets, sur les assiettes, n'importe où, enfin, cette fameuse photo de Corda,
Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il nous interroge. Il y a un fameux texte de Pierre Bourdieu sur Bernard Rancillac qui s'appelle L'année 66, et Bourdieu parle de l'image de l'image. Il explique que Rancillac utilise une image connue, politique, photographique, pour lui faire dire autre chose, ou du moins lui faire dire ce qu'il a envie de dire. Et donc là, finalement, en la dupliquant, ou rien qu'aussi dans l'utilisation des couleurs, il lui fait dire autre chose. Il joue sur le fait que cette image de Che Guevara a été multipliée, et vue, et revue, et archi-revue. Et donc ici, Rancillac s'était inspiré de vidéos, de films où des femmes algériennes racontaient l'horreur de la montée du terrorisme pendant les années 90. Il faut savoir que Rancillac a quand même aussi connu la censure, et que là c'est une force et une chance extraordinaire que de pouvoir voir ce tableau en situation. En fait, avec Renaud, on s'était posé la question de recréer un salon de la jeune peinture, le salon de mai 68, un salon militant, sur la salle rouge pour le Vietnam, avec Zemmert, Olivier, Buraglio, Ayot, Cueco, mais c'était très très compliqué de retrouver leurs œuvres. Donc on s'est dit qu'on allait faire un hommage à la révolution cubaine avec le salon de mai 1967 qui a été invité par Wilfred Olam. Enfin, des artistes ont été invités par Wilfred Olam pour participer à ce grand mouvement de la révolution cubaine. Donc tous les artistes qui sont présents, que ce soit Arroyo, Hérault, Rancillac, Adami, Ayot, Arroyo je l'ai déjà dit, Monori, étaient présents, avec en plus César, Recalcati. 180 artistes vont partir à Cuba et ils vont faire ce qu'on a appelé le Grand Mural de Cuba. On a eu l'intention de le demander à Cuba, et puis après on s'est dit que ce n'était pas dans nos possibilités. Et donc ils vont réaliser en commun une grande œuvre murale qui fait 11 mètres de long, c'est ça, sur 6 mètres de large. Et chacun va avoir un espace qui va lui être dédié. Donc là, les œuvres que nous présentons ici ne sont pas les œuvres qui, évidemment, ont été réalisées à Cuba, à l'exception peut-être de l'œuvre de Rancillac, qui est une traduction, pas une copie de ce qu'il a fait au mural de Cuba. Avec le portrait de Fidel Castro. Avec le portrait de Fidel Castro. C'est un tableau assez célèbre qui est beaucoup représenté dans les livres autour des années 60. C'est un tableau qui date de 1963, à l'époque où Arroyo, avec des amis comme Camacho, Marc Bruce, Pinoncelli, Zloty Kamen, vont faire une exposition qui s'appelle Abattoir, et qui est une exposition qui va être extrêmement célèbre parce qu'elle va faire scandale. Pour cette exposition, Arroyo a peint 4 tableaux exceptionnels qui représentent des dictateurs. Mussolini, Salazar, Hitler et Franco. Et quand Franco va avoir écho de ces tableaux, il va demander au ministère des Affaires étrangères espagnol de remonter jusqu'à De Gaulle pour qu'on censure l'exposition et qu'on cache les drapeaux nationaux. C'est comme ça qu'Arroyo va devenir célèbre, en fait, par ce scandale. Et ici, c'est autre scandale, en fait. On a ce dictateur qui, au premier abord, a l'air bien gentil, avec quand même, on voit ses moustaches en rasoir, quasiment, en train de caresser cette colombe. Et dans le deuxième tableau, on le voit en train d'arracher la tête à la colombe. La violence du tableau, le fond rouge et vert, le traitement du corps du personnage rappelle beaucoup le style de Francis Bacon, cette violence crue expressionniste de Bacon. Encore plus ici d'ailleurs dans la caricature qu'il propose. Mais on peut ouvrir aussi dans la caricature autour de Goya. Goya qui représentait donc tous ces grands d'Espagne et qui leur arrangeait le portrait. Et là, c'est pareil chez Arroyo, il y a cette tradition espagnole qui allie le dramatique, le tragique et le grand guignol. Ici, on a une toile tout à fait étonnante, très connue d'un peintre qui s'appelle Peter Clasen. C'est une toile qui date de 1978, qui s'appelle la Vénus mécanique. J'aime à dire que cette Vénus de Milo, qui trône dans l'exposition, en lien avec la Joconde de Marcel Duchamp, fait de cette exposition une sorte de Louvre au petit pied.
Mais outre ça, si vous voulez, ce qui est important dans cette œuvre de Clasen, quand je dis qu'elle est connue, c'est qu'elle a été l'affiche d'une exposition importante qui s'est tenue à Lille, qui s'appelait Les uns par les autres. Et c'est une toile vraiment emblématique de l'œuvre de Clasen. Cette Vénus mécanique, en fait, il reprend la Vénus de Milo, il la coupe au milieu, il lui coupe le regard. On pourrait penser à Baudelaire quand il dit « Je suis belle aux mortels comme un rêve de pierre ». Et là, elle ne peut plus rien clamer parce qu'elle n'a plus ce regard. Et en fait, sur ce marbre classique, il a collé des ustensiles du monde ouvrier qui reviennent en fait d'un camion de pompiers. Et qu'est-ce qu'on lit? Alimentation, aspiration, refoulement, ouvert, fermé. Et donc, si vous voulez, on est là comme si on était face à un camion de pompiers pour gonfler ou dégonfler cette Vénus de Milo. Et quelque part, il s'en attaque ici à toute l'esthétique qui a été mise en avant par la presse féminine autour de ce diktat, autour du corps féminin. Donc tout d'un coup, cette Vénus doit avoir des seins gonflés, parfaits, galbés. Et donc, si vous voulez, c'est aussi l'idée que tout d'un coup, la femme devient un objet, devient un corps qui devient une machine. Et on pense ici beaucoup à Dada, particulièrement à Picabia, quand il fait cette fameuse belle américaine qui n'est simplement qu'une bougie de voiture. En face, nous avons un autre peintre hyper réaliste, très important, peintre français qui s'appelle Gérard Schlosser, qui travaille à base de ses propres photos. Mais ce qui l'intéresse, c'est justement de peindre ce que la photographie ne pourrait pas faire. Autre sujet qui l'intéresse beaucoup, c'est le traitement des matières. On voit ici la peau humaine, le satin des dessous, cette couverture pelucheuse, cette chevelure extraordinaire, en même temps le cuir du canapé. Donc toutes ces différentes matières, les unes avec les autres, on arrive vraiment à l'origine même de la peinture, comme chez Titien. Alors cette femme, elle est en train de rêver, et elle rêve à quoi? Elle rêve à un grand tableau donc, de Fernand Léger, qui est repris donc, des loisirs, et qui est aussi dans un écho de cette femme qui se repose aussi, de tout le monde qui est dans ces instants de loisirs et de jours heureux. Donc finalement, la toile de Léger inspire le personnage du premier plan. Et donc il y a cette idée d'une sorte de peinture généreuse, où on est collé au modèle, et cette lumière qui s'en dégage qui est extraordinaire. Il faut savoir aussi que les tableaux sont sablés, et donc ils ont l'aspect d'un grain comme un écran de cinéma. Ici, deuxième tableau présent d'Arroyo, après ce fameux grand diptyque dont j'ai parlé tout à l'heure. Ici, c'est un des derniers tableaux d'Arroyo. Donc ce qui est intéressant, on a une toile de lui quand il a 25-30 ans et une autre quand il en a 80. Et cette toile, quasiment une toile testamentaire, représente Fernand Léger. Fernand Léger fait partie des artistes extrêmement importants dans l'univers d'Arroyo. Et donc c'est Fernand Léger en tant que combattant. Arroyo aimait à dire que la peinture était un combat et que d'une manière ou d'autre, il fallait y laisser sa peau. Là, ici, une toile tout à fait formidable de Jacques Monory, très douce, qui vient d'une collection particulière, une toile de 1967, à l'époque du retour de Monory de Cuba. On connaît chez Monory toujours ces variations autour du bleu, et ici, elles partent dans des roses tyriens. Il aurait été impossible de faire cette exposition sans rendre un hommage à Jean-Pierre Jouffroy. Jean-Pierre Jouffroy a tenu un rôle très important au sein du Parti communiste français, d'abord en tant qu'artiste, en tant que théoricien, et c'est surtout lui qui va aider à la création du fonds de la Fédération de Paris en amenant beaucoup d'artistes. Nous avons organisé l'exposition avec Éric Morin autour de deux thèmes assez simples. D'un côté, on va dire les réalismes et de l'autre côté, les abstractions. On pouvait imaginer justement le lien avec le Parti communiste fait essentiellement de réalisme. Mais justement, des surprises de l'exposition, ça a été de mettre en avant les abstractions. Et en avant, par exemple, un artiste comme Auguste Herbin, avec un prêt exceptionnel du musée Matisse du Cateau-Cambrésis. Donc un travail autour des noms de Lénine et Staline, qui est un des chefs-d'œuvre de l'exposition, ou en même temps un travail autour de l'abstraction lyrique avec des œuvres de Marfin, de Messager ou encore de Quinault et Bellegarde. Les batailles esthétiques qui vont animer le XXe siècle, au moins jusqu'aux années 70, sont évidemment entre le réalisme et l'abstraction. L'abstraction qui ne va pas être défendue par le Parti communiste, puisqu'on sait qu'en 1947, le Parti communiste va s'aligner sur le Zhdanovisme, sur Zhdanov, c'est-à-dire un art
compréhensible par la classe ouvrière. Jusqu'en 1947, dans les lettres françaises, il y aura une tribune quand même qui sera tenue par Léon Degan, un critique d'art belge, qui rendra compte régulièrement de l'art abstrait. Mais quand le Parti communiste va se tourner vers le jdanovisme, il est clair que la tribune sera supprimée. Donc là, on est face à deux œuvres d'Herbin. Une œuvre de 1919, qui est donc créée avant la création du Parti communiste. C'est une sculpture, presque un grand totem monumental sur bois. Herbin a commencé en étant néo-impressionniste. Il va avoir plusieurs périodes. Après une période cubiste, mais grâce à Braque et à Picasso. Et là, il va, après abandonner le cubisme et se tourner vers ce type d'œuvres qui sont des sculptures sur bois monumentales. Il écrira à Albert Glaise, la peinture ne peut être que monumentale. Et en fait, ce tableau, c'est une œuvre qui remet en cause la peinture de Chevalet. Et là, on voit, c'est du bois, c'est une danseuse, et qui est très cubo-futuriste. Elle va tellement être mal reçue par la critique que Herbin va revenir à une sorte de figuration. Mais très vite, dans les années 40, il va adhérer à un mouvement qui s'appelle Abstraction-Création, dont il est le cofondateur avec Vantengerlou, et passer à une abstraction géométrique pure. Et toute sa vie, même quand il y aura un retour à la figuration des années 30, dans les années 30, il restera quelqu'un qui sera définitivement et radicalement géométrique. Donc il utilise un vocabulaire plastique fait de ronds, de cercles, de triangles, d'ondulations, et il a une espèce de mystique du mot. Le titre, c'est très important pour lui, c'est un son. Et il a appelé ce tableau Lénine et Staline. Évidemment, ça nous laisse un peu rêveurs, mais si l'on sait que Herbin a créé un alphabet plastique, où chaque forme et chaque couleur correspond à une lettre, alors on peut très bien reconstituer un nom. Elle était l'élève d'Herbin, elle était sa nièce. Elle disait « je suis une abstraite ». Elle va se détacher bien sûr d'Herbin pour s'approcher de l'art cinétique, mais obtenir le mouvement grâce à la couleur et grâce aux formes. Donc on voit très bien comment elle va créer le mouvement et les espaces multiples à partir de l'utilisation des cercles qu'elle décentre, la couleur aussi, qui va donner le mouvement. Elle disait c'est la couleur qui donne la vie au tableau. Elle disait, je ne recherche pas la beauté, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la couleur. La couleur comme une grande vibration. Et il y a une présence incroyable dans ce tableau qui est donnée justement par ces espaces multiples et puis par ce décalage, ce décentrage des cercles. Avec ce tableau, on pense au rotatif de Duchamp et au cercle coloré de Delaunay. Dans cette partie de l'exposition, nous travaillons autour des abstractions géométriques et lyriques. Pour simplifier, l'abstraction géométrique, on pourrait la rapprocher de la musique de Bach, musique très mathématique, une répétition, une variation sur une même forme, alors que l'abstraction lyrique, on pourrait plus la rapprocher de Beethoven, quelque chose de plus sanguin, de plus lié au paysage. Ici, nous avons un chef-d'œuvre de Jean Dewanne, qui fait partie vraiment des piliers de l'abstraction géométrique française. C'est un artiste qui vient du monde de la philosophie. Et ce qui est extraordinaire dans cette œuvre, qui vient d'un prêt d'une galerie importante, qui est la galerie La Lumière à Paris, c'est qu'on est vraiment face à une machine. D'ailleurs, le tableau s'appelle Magie Machine. On ne sait pas si on est devant un gouvernail de bateau ou devant différentes vues d'une sorte de grand paquebot qui partirait vers la mer. Un jeu sur les couleurs tout à fait extraordinaire, des jeux sur les rouges, des variations sur un même rouge qui prennent fonction des tonalités qui sont à côté d'elles, des symboliques différentes, une sorte de découpe qui prend tout un grand relief comme une sorte de sculpture, et une peinture extrêmement polie, extrêmement laquée, extrêmement usinée. On a vraiment l'impression d'être devant une pièce sortant du monde de l'usine.
Et à côté, une sérigraphie qui, elle, vient de l'atelier Arcaille, qui est un atelier très important de production de sérigraphie à partir des années 50. Victor Vasarely, qui est donc à l'origine de l'op-art, de l'art cinétique. Donc ici, on voit vraiment d'ailleurs une pièce quasiment en mouvement qui bouge sur elle-même, une variation simplement de carré sur un fond jaune, qui date de 1968. Et en même temps, pour finir quand même sur cette partie qu'on appelle cette abstraction géométrique, c'est évident qu'ici on fait un lien au constructivisme, donc à la révolution russe. Les grands artistes qui vont découvrir, si vous voulez, qui vont être en avant, c'est Kazimir Malevich, c'est Vladimir Tatlin, c'est Alexandre Rodchenko. Donc c'est tout ce constructivisme qui va renouveler, si vous voulez, la pensée du XXe siècle et qui va être mis en avant au sein du Parti communiste russe jusqu'en 1924, jusqu'à la mort de Lénine. Et en fait, après, avec la prise de pouvoir de Staline, le retour au réalisme socialiste et donc une sorte de mise sous le tapis de toute cette génération géniale qui va finalement apparaître grâce à des artistes comme Herbin ou des artistes comme Geneviève Claes. Alors là, on entre dans le vif du sujet avec un tableau de Matta. Matta est un grand surréaliste chilien qui va influencer beaucoup d'artistes latino-américains et pas seulement. Le vif du sujet, c'est un tableau bouillonnant comme un tableau de maçon. Il y a une espèce d'éclatement de volcan comme ça qui explose et où tout est sans dessus-dessous. Le vif du sujet, pour un bon surréaliste, c'est l'amour. C'est-à-dire que c'est la femme, en tout cas, et c'est surtout l'explosion amoureuse. Et chez Matta, c'est cette chaleur qui se dégage. On est comme une sorte d'atome qui est en train d'exploser. On a l'impression d'être au-dessus du volcan. On regarde, on voit comme des ossements à l'intérieur. On est comme, si vous voulez, face à une sorte de champignon atomique, quelque chose qui fait que les choses se désagrègent, deviennent vaporeuses, se transforment en nuages, se transforment vraiment, il y a une sorte de fusion des éléments. Et donc les éléments qui passent de quelque chose de volumétrique à quelque chose de vaporeux, d'aérien. Matta va être à l'origine de toute la révolution surréaliste des années 50. C'est-à-dire qu'il va renouveler toute l'iconographie et il va beaucoup inspirer toute la génération des années 60, des artistes comme Peter Saul, des artistes comme Valerio Adami, des artistes comme Hervé Télémaque, toute une série d'artistes qu'on présente aussi dans l'exposition. Et Matta, à lui seul, était vraiment l'ambassadeur de toute l'Amérique latine en Occident. C'est quelqu'un qui a eu un rôle extrêmement important dans la politique et contre les dictatures en Amérique latine. Et c'est un artiste qui venait à l'origine du monde de l'architecture. Il avait été élève de Le Corbusier à l'origine, avant de vraiment se plonger dans la peinture et de renouveler véritablement l'iconographie surréaliste. Dans le fond de la Fédération de Paris, on est tombé sur des toiles extrêmement importantes de Jean Lépien, de Roberto Matta, de Jean Messagier, et particulièrement devant ce chef-d'œuvre de Ladislas Quinault. Ladislas Quinault est l'artiste le plus représenté à l'intérieur de la Fédération de Paris, avec des toiles froissées, des papiers froissés et aussi beaucoup de lithographie. Il faut rappeler ici que son biographe était Raoul Jean Moulin, qui était un critique d'art très important de l'humanité et qui a aidé aussi à la création du Macval. Et il était aussi très lié avec Jean-Pierre Jouffroy, qui est un artiste qui a eu un rôle extrêmement important au sein du Parti communiste. Et que ce soit Raoul Jean Moulin, Ladislas Quinault ou Jean-Pierre Jouffroy, ils ont joué le rôle de catalyseur autour des années 70 pour faire venir leurs amis, pour faire venir des artistes à l'intérieur du parti et de la Fédération de Paris afin de nourrir ce fond d'œuvre qu'on met en avant. C'est donc une fameuse stèle pour Neruda. Quinault aimait à dire qu'il volait l'inspiration, il volait la lumière dans la poche des poètes. Il a travaillé sur Brocéliande d'Aragon, il a travaillé sur le parti pris des choses de Francis Ponge, il a travaillé sur Mayakovsky, et quand il va y avoir le coup d'État au Chili de Pinochet qui renverse Allende, on va saccager la maison du poète Pablo Neruda et détruire sa bibliothèque. Et à ce moment-là, Ladislas Quinault, dans son atelier, va décider de rendre hommage au poète. Et donc il va faire tout un travail d'abord autour de l'île Noire, où il va faire tout un travail autour du texte de l'île Noire, et puis il va s'inspirer vraiment des œuvres de Neruda
en relation d'ailleurs avec Raoul Jean Moulin. Ils vont décortiquer l'œuvre et ils vont créer d'abord les stèles pour Neruda. Enfin, Quinault va peindre ces stèles pour Neruda et ça va donner naissance après au fameux théâtre pour Neruda, ce grand théâtre de Neruda qui était exposé à la Biennale de Venise en 1980, qui sont des immenses oriflammes de 2 mètres sur 1,50 m qui sont conservés maintenant à Lille Grand Palais. Alors cette œuvre particulière, c'est tout d'un coup bord, ce que vous voulez, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'elle soit libre et que vous voyez que c'est une toile, elle est froissée. C'est une des inventions fondamentales de l'œuvre de Quinault, c'est justement ce jeu sur le froissage. Il aimait à dire qu'on naît et qu'on meurt froissé. L'enfant naît froissé, le vieillard meurt froissé. Et donc, il va jouer sur ces froissages, mais ça va donner une sorte de côté végétal au tableau, comme si tout d'un coup, ça donnait une sorte de grande feuille. Et pour finir, donc, je citerai ces vers d'Éluard qui dit « Je fis un feu, l'azur m'ayant abandonné, un feu pour être son ami, un feu pour vivre mieux. » Et Quinault, c'est ça, c'est de la chaleur humaine à l'état pur. Et comme le formulait le peintre Ladislas Quinault, né à Varsovie et qui a longtemps vécu à Nolémine, il disait « Il ne suffit pas de donner un toit et du pain aux hommes, il faut mettre du Gauguin dans les assiettes et Rimbaud dans les verres. » Une des inventions fondamentales de l'art du XXe siècle, c'est la photographie. Molinage, Laszlo Molinage, qui était professeur au Bauhaus, disait que l'analphabète du XXe siècle, c'est pas celui qui savait pas lire, c'est celui qui savait pas manier une caméra. Quand on a vu toute la photographie qui était mise en place à l'intérieur du Parti communiste, c'est-à-dire qu'avec des revues, on a découvert Capa, Doisneau, Kertész, Cartier-Bresson. Enfin, c'était vraiment exceptionnel. Willy Ronis, c'est bien sûr. Sabine Weiss qui vient de disparaître. Donc on s'est dit qu'on ferait peut-être un jour une exposition autour de la problématique de la photographie et du cinéma. Finalement, cela constituait une exposition à part entière. Donc on a décidé de donner la parole à des photographes plus jeunes, enfin plus ou moins jeunes ou moins connus, comme André Lejard, qui photographie les scènes de manifestations, de grèves, Franck Delorieux, qui sont des photos prises à Cuba, à la Havane. C'est une déambulation poétique à travers la Havane, mais qui rappelle vraiment le constructivisme de Rodchenko. Et une photo comme celle du milieu avec le cheval fait vraiment penser à la peinture métaphysique de Chirico. On a 2 photos de Ernest Pignot-Ernest. On présente dans l'exposition le dessin préparatoire autour de l'anniversaire de la mort de Pier Paolo Pasolini. Donc c'est un travail qu'avait fait Ernest Pignot-Ernest où il a collé dans Rome et dans Naples des portraits de Pasolini portant le portrait de Pasolini. Et ensuite des photos de Denis Darzac qui vient de l'agence Vue, qui a fait ici, qui on présente 2 séries de travaux. Une première série qui est consacrée à la jeunesse. Il a fait tout un travail avec des danseurs de hip-hop qu'il a remis en action à l'intérieur de lieux de consommation. Et enfin, 2 œuvres plus récentes qu'il a faites autour de l'altérité et du rapport à l'autre et autour d'enfants et d'handicapés avec qui il a fait tout un travail d'approche autour de l'art et de l'approche de l'autre. Donc un photographe militant important et dont on est très content d'avoir pu mettre en avant sa photographie. Donc là, on est devant une œuvre gentiment provocatrice de l'artiste Jerk 45, l'idée au street art. Il a réalisé cette œuvre pour l'exposition et il va faire don au Parti communiste de ce grand tableau, de cette grande toile. Comme cette exposition, finalement, grâce à cette exposition, on a relancé les dons comme ça, que ce soit Alessio de Andrade, Zemmert, qui vont venir enrichir la collection, enfin pas la collection, le fonds du Parti communiste. Ce qui est intéressant dans ce tableau, donc Jerk 45, il vient du street art, il fait partie du collectif d'artistes du 9e concept qui sont installés à Montreuil. Et quand avec Yolande, on l'a invité à l'exposition, il a tout de suite répondu présent et il est venu pour récupérer des affiches électorales anciennes, des bouts de magazines, et il a proposé ce grand collage avec ses grandes formes, ce grand point. Et puis la toile s'appelle « C'est un scandale ». Donc c'est bien sûr un hommage vis-à-vis de la figure de Georges Marchais.
Mais ce qui est intéressant quand on regarde, c'est qu'il a réfléchi aussi à une sorte de synthèse de tous les tableaux qu'on a dans l'exposition. Comme on a joué au début sur la Joconde et son fameux titre LHOOQ, ici c'est au premier tour j'ai marché. Donc on peut voir aussi une sorte de jeu de mots un peu ubuesque. Et en même temps dans la composition de l'œuvre, vu sa monumentalité, elle renvoie bien sûr évidemment à la grande tapisserie de Fernand Léger. Il a remplacé la tête du poète, de Paul Éluard, par la tête donc de Georges Marchais. Et puis les bouts de poèmes ici, c'est des collages et des références, par exemple, au communisme et la jeunesse du monde. Paul Vaillant-Couturier. Ici, on a les différents dirigeants du secrétaire du Parti communiste actuel. Ici, on a une photo qui est autour du victoire du Front populaire. Donc ici, c'est comme aussi des bouts de poèmes avec des personnages qui sortent de revues anciennes. Et il propose cet univers complètement chaotique autour d'un univers qui renvoie au monde ouvrier. On pense, donc ici, on a comme des usines qui sortent de la tête de Georges Marchais. Donc il y a tout un travail aussi de détournement de l'univers communiste. Ici, on voit un hommage aux jeunes gardes rouges maoïstes. Donc il y a tout ici, c'est la guerre d'Espagne. Et donc il nous raconte une grande histoire. Il détourne la faucille et le marteau. Mais il nous replonge aussi dans un univers extrêmement urbain qui fait vraiment penser justement aux grandes affiches de métro qui ont pu inspirer Fernand Léger dans les années 30 ou qui ont pu inspirer les artistes du pop art dans les années 60. On a demandé à Miguel Chevalier, qui est un pionnier de l'art numérique, de réfléchir à une œuvre numérique qui reprendrait le maximum de noms de personnes qui constituent l'ADN du Parti communiste et à travers une œuvre qu'il avait intitulée Mémoire vivre, de remettre leur nom comme ça à l'honneur. Tout ça, ça s'était passé avant le confinement et après le confinement, ça n'a plus été possible. Donc ce que nous vous présentons là, ça n'est pas la réalisation finale, ça n'est qu'une maquette. On est très content du succès de l'exposition. On a fait les comptes cet après-midi avec Myriam. En fait, on a eu près de 15 000 visiteurs en 2 mois. C'est un succès sur lequel évidemment, on espère toujours ce succès-là, mais on n'était pas du tout sûr d'y parvenir. Et surtout, on est très content parce que dans l'exposition, on a vu venir un public très différent, un public qui visite des expositions, qui avait entendu parler de cette exposition, parce qu'il faut dire que la presse a fait écho assez tôt à l'exposition, à sa qualité, et qui ont découvert d'abord pour beaucoup d'entre eux le lieu, mais aussi un regard sur cette histoire de l'art à travers le siècle qu'ils n'avaient pas l'habitude de découvrir dans les expositions qu'ils vont voir dans les musées, et donc un public qui a été, je crois, très largement conquis par l'exposition, et puis un public populaire et militant qui, lui, va probablement beaucoup moins dans les musées, voire beaucoup moins d'expositions, et qui a vécu avec la découverte de cette exposition un moment extrêmement important. Et on a vu d'ailleurs, notamment dans les jours où il y avait pas mal de monde, ces publics se mélanger pour n'en former plus qu'un en fait, et parler entre eux. Je me rappelle le témoignage d'une visiteuse qui avait l'habitude d'aller dans pas mal d'expositions et qui m'a dit ce qui est sympa ici, c'est que les gens parlent et on peut se parler, elle parlait du public, alors que souvent dans les expositions, on traverse les expos dans un silence respectueux, mais les gens ne se parlent pas entre eux, il n'y a pas tout à fait la même ambiance. Donc là, c'est vrai que le public, ça a été une grande réussite de l'exposition, pas seulement l'affluence, mais le fait d'avoir pu avoir autant de monde aussi divers. C'est super.
Bravo. Est-ce que vous lisez le titre quand même? Bien, je lisais le titre. Merci. C'est pour voir si on voyait bien ou vous avez pas les lunettes. Elle a changé. Il y a des choses dans d'autres fédérations, il y a un peu partout des œuvres comme ça qui sont là, qui existent, qui ont été données au fil de l'histoire, mal inventoriées probablement, et donc on a envie de mieux travailler à valoriser ce fonds, à le faire connaître, et puis à l'enrichir. De cette exposition nous est née l'idée de prolonger justement ce que nous avons construit avec l'exposition Libre comme l'art, de créer une association qui puisse s'occuper de la valorisation et de la diffusion de ce formidable patrimoine culturel, de cette formidable histoire culturelle. Nous allons continuer à produire des événements, nous allons continuer à enrichir le fonds actuel. Nous voulons créer des relations nouvelles avec les artistes d'aujourd'hui, parce que ce qui s'est construit tout au long du siècle avec des artistes qui ont donné des œuvres au Parti communiste, qui se sont engagés dans tel ou tel combat, je crois que nous pouvons le faire aujourd'hui dans les combats du XXIe siècle. Évidemment, pour un parti comme le nôtre qui travaille à l'émancipation humaine, l'art est un formidable moyen de cette émancipation. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang, soleil moisi, sur le lac, lune vivante, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la jungle, sur le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Paul Éluard.